Tu te lèves le matin avec l'envie sincère de prendre soin de toi. Tu veux faire les bons choix. Tu choisis quelque chose de simple, de doux, de rassurant. Un bol de flocons d'avoine, peut-être un peu de fruits coupés, un filet de miel, une boisson chaude à côté. Tu as entendu 1000 fois que c'est l'un des petits déjeuners les plus sains. Tu t'assieds, tu manges lentement, convaincu que tu nourris ton corps avec bienveillance. Mais quelques heures plus tard, cette sensation revient. Ce poids dans la poitrine, cette chaleur qui remonte, discrète d'abord, puis de plus en plus désagréable. Un petit reflux, une gorge sèche, une fatigue que tu n'expliques pas. Et tu te demandes encore une fois, pourquoi ça m'arrive, alors que je fais tout bien? C'est là que la véritable confusion commence, parce que ce n'est pas une pizza trop grasse, ce n'est pas une boisson gazeuse sucrée, ce n'est pas une mauvaise habitude nocturne. C'est un aliment que tu associes à la santé, à la régularité, à l'équilibre. Et pourtant, chez beaucoup de personnes, surtout après 50 ans, l'avoine devient le déclencheur invisible d'un déséquilibre digestif profond. On t'a parlé des fibres solubles, du bêta-glucane, du cœur protégé, du cholestérol réduit. Et tout cela est vrai. Mais on ne t'a jamais dit ce que l'avoine peut provoquer dans un système digestif lent, affaibli, usé par les années. Car le corps change. Et ce qui était bénéfique à 30 ans peut devenir inflammatoire à 60. Les flocons d'avoine sont riches en fibres fermentescibles. Cela signifie qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'efforts pour être digérés, surtout si l'acidité gastrique est faible, ce qui est très courant avec l'âge. Lorsque ces fibres ne sont pas correctement décomposées, elles fermentent dans l'intestin. Cette fermentation génère des gaz, et ces gaz créent une pression vers le haut, sur le sphincter œsophagien inférieur. Cette petite valve, qui sépare normalement ton estomac de ton œsophage, se relâche sous la pression. Et quand elle ne joue plus son rôle de barrière, l'acide remonte, lentement, sûrement. Mais ce n'est pas tout. L'avoine, bien qu'alcaline à l'extérieur du corps, devient acidifiante pendant la digestion chez certaines personnes sensibles. Et si tu la manges mal préparée, sèche, ou associée à des ingrédients fermentescibles comme des fruits mûrs, du lait ou des graines, tu aggraves encore la situation. C'est un piège silencieux. Tu penses te faire du bien. En réalité, tu déclenches chaque matin une micro-inflammation dont les conséquences s'accumulent. Et c'est justement parce que l'avoine n'a pas mauvais goût, ne pique pas, ne fait pas mal à l'ingestion, que tu ne la remets jamais en question. Tu la considères comme une valeur sûre. Tu ne soupçonnes pas quelle est la cause de ton enrouement matinal, de cette toux légère qui revient chaque soir, de cette fatigue digestive qui s'installe en milieu de journée, sans raison apparente. Ce phénomène s'amplifie lorsque tu manges vite, lorsque tu t'assieds en étant déjà stressé, lorsque tu manges debout, ou que tu ajoutes du lait froid et sucré à tes flocons. Parce que ces petits gestes, anodins en apparence, transforment ce qui aurait pu être un repas équilibré en une charge digestive lourde, qui dépasse tes capacités physiologiques actuelles. Beaucoup de personnes pensent que l'avoine est facile à digérer parce qu'elle est douce, sans gluten, naturelle. Mais elles ignorent qu'elle contient aussi de l'acide phytique. Ce composé, lorsqu'il n'est pas neutralisé par un trempage ou une cuisson prolongée, perturbe l'absorption des minéraux essentiels comme le magnésium, le zinc ou le calcium. Résultat, tu penses renforcer ton corps, mais tu bloques en réalité les nutriments dont il a besoin pour maintenir ton équilibre acido-basique, ton énergie cellulaire et même ta récupération intestinale. Et ce déséquilibre minéral finit par fragiliser la muqueuse de ton œsophage, déjà exposée à des remontées acides régulières. Tu ne le sens pas tout de suite. Ce n'est pas une brûlure franche, ce sont des signaux faibles, un besoin constant de déglutir, une voix plus rauque, un besoin de racler la gorge. Et tout cela continue jour après jour, sans réponse, sans diagnostic, parce que personne ne t'a jamais dit que ton petit déjeuner santé était en réalité ton feu quotidien. Tu peux même te dire « mais j'ai changé mon alimentation justement pour éviter ces problèmes ». Et c'est là que réside le plus grand paradoxe. Car ce sont justement les bons choix mal adaptés à ta physiologie actuelle qui entretiennent tes troubles. Ce sont ces aliments sains pour tous qui deviennent toxiques pour toi.
non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne correspondent plus à ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est cette incompréhension qui fait que des milliers de personnes continuent à chercher des solutions externes, médicaments, antiacides, examens, alors que la cause est parfois dans leur bol. Un geste répété, automatisé, non questionné. Ce que ton corps réclame, ce n'est pas une alimentation parfaite sur le papier, c'est une alimentation vivante, adaptée, respectueuse de ses limites actuelles. Ce qu'il rejette, ce n'est pas l'avoine en soi, c'est l'idée que quelque chose de bon pour tous est forcément bon pour toi, ici, maintenant. Et c'est là que commence la vraie écoute, pas dans les promesses nutritionnelles, mais dans l'observation honnête de tes symptômes, de ton rythme, de la manière dont ton corps réagit quand tu choisis ce que tu manges, non pas pour son image, mais pour la manière dont il te fait te sentir après. Le soulagement, la guérison, la stabilité, elles ne sont pas loin. Elles ne sont jamais aussi éloignées qu'on le pense, mais elles commencent rarement avec ce que tout le monde recommande. Elles commencent souvent par une question simple, mais puissante. Et si ce que je crois me faire du bien était ce qui me tire vers le bas? Tu attrapes une banane dans la corbeille à fruits. Elle est mûre, douce, sans taches noires, juste comme il faut. Tu la manges sans culpabilité. Elle ne contient pas de gras, pas de gluten, pas d'additifs. On te l'a toujours présenté comme un fruit sûr, rassurant, parfait pour le petit déjeuner ou comme en cas. Tu te dis que c'est une bonne idée, surtout si tu veux éviter les produits transformés. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'à l'intérieur de ton corps, cette douceur cache un effet insidieux, une réaction lente, silencieuse, mais profondément irritante pour un système digestif déjà affaibli. La banane, avec sa texture fondante et son goût sucré, ne semble pas dangereuse. Elle est utilisée pour calmer les maux d'estomac, pour restaurer l'énergie après un effort, pour aider à dormir le soir. Et pourtant, pour de nombreuses personnes à partir de 50 ans, elle devient l'un des fruits les plus traîtres, précisément parce qu'elle ne provoque pas de douleur immédiate, mais entretient des micro-inflammations chroniques, invisibles à l'œil nu. Ce qui rend la banane problématique, c'est d'abord sa teneur élevée en sucre naturel, notamment en fructose. Chez un organisme jeune, le fructose est généralement bien toléré. Mais en vieillissant, notre capacité à absorber correctement le fructose diminue. Le système digestif devient plus lent. L'activité enzymatique baisse et la flore intestinale, souvent déséquilibrée par le stress, les médicaments ou une alimentation monotone, ne parvient plus à gérer ce sucre. Résultat, le fructose fermente dans l'intestin, produisant des gaz. Ces gaz créent une pression vers le haut contre le sphincter œsophagien inférieur. Et lorsqu'il est affaibli, comme c'est souvent le cas avec l'âge ou après des années de reflux silencieux, cette pression suffit pour provoquer une ouverture. L'acide remonte, doucement, mais sûrement. Il est tentant de croire que ce n'est qu'une coïncidence. Après tout, tu n'as mangé qu'une banane. Et pourtant, le schéma se répète. Tu sens un léger inconfort. Tu tousses plus que d'habitude. Tu te réveilles avec la gorge sèche ou enrouée. Tu ne penses jamais à elle, parce qu'elle a toujours eu une bonne réputation, parce qu'elle est recommandée dans les régimes digestes, les régimes post-opératoires, les plans alimentaires pour les sportifs, et c'est précisément ce statut de fruit inoffensif qui la rend si dangereuse dans un contexte où le corps ne suit plus les mêmes règles. L'un des grands pièges de la banane, c'est aussi son indice glycémique variable selon sa maturité. Plus elle est mûre, plus elle contient de sucre rapide. Une banane jaune tachetée de brun peut sembler plus douce, plus fondante, mais c'est en réalité une petite bombe sucrée. Ce sucre va stimuler une réponse insulinique, provoquer une fermentation plus rapide et alourdir la digestion si le reste du repas n'est pas équilibré. Pire encore, cette fermentation produit du méthane, de l'hydrogène et d'autres gaz intestinaux qui, en excès, fragilisent davantage le système de fermeture entre l'estomac et l'œsophage. Et ce n'est pas tout. La banane contient également des amines biogènes, en particulier la tyramine, connue pour provoquer des effets vasoactifs chez les personnes sensibles. Ces amines peuvent accentuer la sensation de tête lourde, de fatigue ou même de tension dans la gorge. Mais surtout, elles ont un effet relaxant sur les muscles lisses,
dont le fameux sphincter inférieur de l'œsophage. Autrement dit, en plus de créer de la pression, la banane relâche la barrière censée empêcher l'acide de remonter. L'effet est encore plus pernicieux le soir. De nombreuses personnes prennent une banane avant de dormir, pensant bénéficier de son magnésium ou de son tryptophane, qui aide à la production de mélatonine. Mais cette banane du soir, consommée alors que le système digestif ralentit, devient un ferment lent. La digestion s'effectue partiellement. L'acide stagne. Le reflux s'installe en silence pendant la nuit, alors que tu es allongé dans la position la plus vulnérable pour ton œsophage. Si tu ajoutes à cela d'autres habitudes saines, comme un yaourt, du lait végétal ou une cuillère de miel avec ta banane, tu entres dans une logique où la digestion se complique sans que tu t'en rendes compte. Chacun de ces aliments pris isolément ne suffit peut-être pas à provoquer une crise, mais la combinaison, répétée jour après jour, crée un terrain inflammatoire constant. Et ce terrain, c'est celui dans lequel les pathologies silencieuses se développent. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est la diversité des réactions individuelles. Certaines personnes vont très bien tolérer les bananes pendant des années, puis soudainement constater des symptômes qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Et comme la banane n'est jamais suspectée, on la conserve, on l'intègre, on l'amplifie même, on la mange dans des smoothies, on la cuit dans des gâteaux sains, on la coupe dans les céréales du matin. Mais ce n'est pas la banane en soi qui est le problème, c'est le fait de ne plus écouter son corps, de croire qu'un aliment est bon simplement parce qu'il est naturel, parce qu'il est fruité, parce qu'il a été promu pendant des décennies comme idéal pour le transit. Ce qui était vrai dans un corps jeune, actif, métaboliquement flexible, ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et si l'on continue à ignorer cette évolution, le corps finit par parler plus fort, d'abord par des signes discrets, puis par des douleurs, puis par des maladies. À un moment donné, il faut se poser la question: est-ce que je mange encore selon mes besoins réels ou selon des idées que j'ai reçues, mais qui ne sont plus en phase avec ce que je ressens? Car la digestion ne ment jamais. Elle est le miroir direct de notre état intérieur. Elle est notre premier baromètre. Et elle nous dit très clairement quand quelque chose, même d'apparemment inoffensif, devient un poids. Ce n'est donc pas une question d'interdire, de diaboliser ou de vivre dans la peur. C'est une question de présence, de lucidité, de capacité à remettre en question ce qui semble évident. La banane n'est pas un ennemi, mais dans un certain contexte, elle peut devenir un facteur déclenchant majeur. Et si tu l'identifies à temps, tu pourras peut-être arrêter cette inflammation silencieuse qui, petit à petit, mine ta qualité de vie sans jamais se manifester de façon spectaculaire. Il est tard. Tu ressens une gêne familière, une acidité dans la poitrine qui monte doucement mais sûrement. Tu veux apaiser ton estomac, calmer cette sensation désagréable sans recourir à des médicaments. Alors, comme tant d'autres l'ont fait avant toi, tu ouvres le frigo, prends un verre de lait bien frais et bois lentement. L'effet est immédiat. La brûlure semble s'éteindre. La fraîcheur du lait tapisse ta gorge, t'offre un instant de soulagement. Tu respires. Tu te dis que tu as trouvé une solution simple, naturelle. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe dans ton estomac dans l'heure qui suit. Parce que ce verre de lait, que tu crois être un remède, est en réalité le début d'un cycle invisible et destructeur. Le lait a longtemps été perçu comme un aliment réconfortant. Dans l'imaginaire collectif, il est associé à la douceur, à l'enfance, à la protection. On l'a recommandé pendant des générations contre les ulcères, les maux d'estomac, les reflux. Mais les connaissances ont évolué, et ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est que le lait ne fait pas que calmer, il provoque aussi. Et souvent de façon beaucoup plus insidieuse qu'on ne le pense. Lorsque tu bois du lait, deux phénomènes se produisent. D'un côté, le calcium et les protéines qu'il contient neutralisent temporairement l'acidité gastrique. C'est cette neutralisation qui donne cette impression de soulagement immédiat. Mais ce n'est qu'un effet de surface. Car quelques minutes plus tard, ces mêmes nutriments envoient un signal à ton estomac pour produire encore plus d'acide. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Ton corps, trompé par la baisse momentanée de l'acidité, croit devoir compenser. Il déclenche la production d'une hormone appelée gastrine,
qui stimule l'activité des cellules responsables de l'acide chlorhydrique. Le problème, c'est que si ton sphincter œsophagien est déjà affaibli, comme chez beaucoup de personnes à partir d'un certain âge, cet excès d'acide remonte très facilement. Et là où tu pensais apaisé, tu as en réalité préparé une réaction encore plus agressive, souvent bien plus longue et douloureuse que le symptôme initial. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est un cercle vicieux dans lequel beaucoup de gens s'enferment sans le savoir. Ils ressentent une gêne, boivent du lait, se sentent mieux. Mais 1 heure plus tard, la gêne revient, parfois pire. Alors ils reprennent un verre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le problème devienne chronique, et que l'origine, le lait, ne soit jamais remise en cause. Mais ce n'est pas uniquement le lait en lui-même, c'est aussi la façon dont il est consommé, le soir, avant de se coucher, pour calmer l'estomac. C'est une habitude profondément ancrée, souvent apprise dans l'enfance. Mais la nuit, le corps entre dans un mode de repos. Le système digestif ralentit, la vidange gastrique est plus lente, le sphincter est plus relâché. Et quand tu es allongé, la gravité n'aide plus à maintenir l'acide en bas. Résultat, le lait stagne, l'acide augmente et le reflux s'intensifie pendant que tu dors, sans bruit, sans alarme, jusqu'à ce que tu te réveilles avec la gorge irritée, la voix cassée, ou même une toux sèche qui semble ne jamais partir. Un autre facteur souvent négligé, c'est la teneur en matière grasse du lait. Le lait entier ralentit considérablement la digestion. Ce ralentissement augmente la pression dans l'estomac, ce qui favorise les remontées acides. Le lait écrémé, quant à lui, peut sembler plus léger, mais il contient parfois des additifs pour améliorer sa texture et son goût, lesquels peuvent aussi irriter la muqueuse digestive ou perturber la flore intestinale. Et si tu penses que les alternatives végétales sont plus sûres, il faut aussi faire preuve de discernement. Le lait d'amande, de soja, de riz ou d'avoine contiennent souvent des épaississants, des gommes ou des conservateurs qui peuvent générer de la fermentation ou du ballonnement. De plus, certaines versions sucrées augmentent la charge glycémique du repas, ce qui accélère la fermentation et produit plus de gaz, donc plus de pression sur la jonction gastro-œsophagienne. Au-delà de l'effet digestif, il y a aussi la question des protéines laitières, notamment la caséine. Chez certaines personnes, la caséine peut générer une réaction inflammatoire subtile, qui se manifeste non pas par des douleurs violentes, mais par une fatigue persistante, des inconforts vagues, un sentiment de lourdeur. Cette inflammation de bas grade affaiblit progressivement la muqueuse œsophagienne, la rendant plus sensible aux attaques acides. Encore une fois, le lien avec le lait n'est pas immédiat. Il est diffus, et c'est ce qui le rend si difficile à identifier. Il faut également parler de l'intolérance au lactose. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils en souffrent, car elle ne provoque pas toujours de diarrhée spectaculaire ou de douleurs abdominales aiguës. Parfois, elle se manifeste simplement par une distension abdominale légère, des gaz, une mauvaise haleine ou un état de somnolence après le repas. Tous ces signes sont souvent ignorés. On pense à l'âge, au stress, au manque de sommeil, mais c'est peut-être ce verre de lait du soir qui crée chaque jour ce malaise que tu ne peux pas expliquer. Et ce malaise, quand il devient quotidien, t'amène à chercher des solutions, des antiacides, des inhibiteurs de pompe à protons, des compléments alimentaires. Mais tant que la source du problème, cette habitude apparemment inoffensive, n'est pas modifiée, le soulagement est toujours temporaire. Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est à quel point le lait est culturellement enraciné comme symbole de soin, de bien-être, de pureté. Il est prescrit, recommandé, vanté dans les publicités, servi dans les hôpitaux. Et pourtant, pour une partie croissante de la population, notamment à partir de 50 ans, il est un déclencheur silencieux de troubles chroniques. Le corps humain est une mécanique d'une extrême finesse. Il s'adapte, mais il a aussi ses limites. Ce qui l'apaisait autrefois peut le perturber aujourd'hui. Et comprendre cela, ce n'est pas un renoncement. C'est une preuve de maturité, de conscience. C'est oser regarder au-delà des idées reçues, des habitudes anciennes, pour écouter vraiment ce que ton corps tente de te dire depuis longtemps. Il n'est pas question de diaboliser le lait. Il est question de le replacer dans un contexte. Ton âge,
ta santé, ta digestion, ta sensibilité. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'un aliment devrait faire, c'est ce qu'il fait réellement, pour toi, et parfois, ce que tu crois être ton refuge est ce qui te garde prisonnier de ton inconfort. Tu es assis à table, ton assiette est colorée, équilibrée. Une belle salade, un filet d'huile d'olive, peut-être un morceau de poisson grillé, quelques légumes, et là, au centre de ton assiette, une tranche de tomate bien rouge, fraîche, juteuse, appétissante. Ou peut-être que tu n'y penses même pas, la tomate est partout, dans la sauce de tes pâtes, dans la soupe du soir, dans le ketchup que tu as ajouté à ton plat. Elle est si présente qu'on ne la voit même plus. Elle semble innocente. Et pourtant, pour beaucoup de personnes, elle est un élément central dans le déclenchement d'un déséquilibre digestif profond, souvent silencieux, parfois invalidant. On t'a toujours dit que la tomate est bonne pour la santé. Riche en vitamines A et C, en lycopène, un antioxydant puissant qui protège le cœur et préviendrait certains cancers. C'est vrai. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que la tomate est aussi l'un des aliments les plus acides de notre alimentation quotidienne, et que cette acidité peut avoir des conséquences graves chez les personnes ayant un système digestif fragile ou en vieillissement. Dans sa composition naturelle, la tomate contient de l'acide citrique, de l'acide malique et de l'acide ascorbique, vitamine C. Ces substances, une fois ingérées, stimulent la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Et si ton système digestif est déjà hyperactif, ou si ton sphincter œsophagien inférieur est affaibli, comme c'est souvent le cas après 50 ans, alors cette surproduction d'acide déclenche ou aggrave un reflux gastro-œsophagien, même sans que tu le réalises. Le plus perfide, c'est que la tomate ne provoque pas toujours de symptômes évidents. Tu ne ressens pas forcément une brûlure intense. Parfois, ce sont des signes beaucoup plus subtils. Une voix plus rauque au réveil, une sensation de boule dans la gorge, une toux sèche en soirée, une gêne dans la poitrine qui revient sans explication. Ce sont les signes typiques d'un reflux silencieux, qui ne brûle pas mais abîme lentement la muqueuse de l'œsophage. Et ce phénomène est amplifié par la manière dont la tomate est généralement consommée. Rares sont ceux qui mangent une tomate crue, seule. On la retrouve sous forme concentrée, cuite, réduite, mélangée à d'autres ingrédients irritants comme l'ail, les oignons, le vinaigre ou les épices fortes. Une simple sauce tomate peut ainsi devenir un véritable cocktail acide, capable de doubler la production gastrique, surtout lorsqu'elle est consommée le soir. Pire encore, la tomate entre dans la composition de nombreux produits industriels, sans que tu t'en rendes compte. Sauces toutes faites, plats préparés, soupes, jus de légumes, pizza, sandwich, même certains chips aromatisés. On la trouve aussi dans des aliments considérés comme light ou diététiques, justement parce qu'elle donne beaucoup de goût sans ajouter de graisse. Elle est omniprésente, et plus on la chauffe, plus ces acides se concentrent. Le résultat? Tu accumules chaque jour de petites quantités d'irritants acides sans jamais suspecter la source. Et la tomate n'est pas seulement acide, elle est aussi riche en histamine et peut favoriser une réaction inflammatoire chez les personnes sensibles. Cette réaction ne se traduit pas forcément par une allergie visible, mais par un état de tension digestive, de congestion, de fatigue inexpliquée après les repas. Chez certaines personnes, cela aggrave le reflux, non pas à cause de l'acidité en soi, mais parce que la barrière de défense de l'estomac et de l'œsophage devient plus perméable, plus vulnérable. Ce qui est frappant, c'est la répétition. Tu manges de la tomate aujourd'hui. Tu n'as pas de symptômes majeurs. Tu continues demain. Puis, après-demain. Tu ne ressens rien de spectaculaire, mais petit à petit, la gêne s'installe. Ton corps envoie des signaux. Tu ignores. Tu continues. Et c'est là que le danger devient réel, car à force de micro-irritation, la muqueuse œsophagienne peut se transformer, développant des lésions chroniques, puis des anomalies cellulaires comme le Barrett-œsophage, une condition précancéreuse encore trop peu connue. Ce n'est pas une histoire de quantité. Ce n'est pas non plus une question de tolérance individuelle. C'est une accumulation lente, quotidienne, silencieuse. Et c'est cette lenteur qui rend la tomate si difficile à identifier
comme cause du reflux. On la croit inoffensive, voire bénéfique. Mais dans un contexte digestif altéré, elle est une agression répétée, souvent masquée par d'autres aliments ou par des médicaments qui neutralisent les symptômes sans résoudre la source. Il ne s'agit pas de diaboliser un aliment. Il s'agit de recontextualiser sa place dans ton alimentation, surtout si tu souffres déjà de symptômes digestifs chroniques. Car ton corps change, tes enzymes digestives sont moins efficaces, ton estomac met plus de temps à se vider, tes tissus sont plus sensibles aux variations d'acidité. Ce qui ne posait aucun problème à 30 ans peut devenir un déclencheur quotidien à 60. Il existe bien sûr des nuances. Certaines variétés de tomates sont moins acides. Les tomates jaunes, par exemple, ont un profil chimique légèrement plus doux. Mais leur effet sur le système digestif n'est pas nul pour autant, surtout si elles sont consommées avec d'autres aliments inflammatoires. De même, manger une tomate crue au déjeuner, dans un environnement calme, avec un bon masticage, n'aura pas le même impact qu'une sauce tomate industrielle, prise le soir avec du pain, du fromage et un verre de vin rouge. La tomate est donc un paradoxe alimentaire, riche en nutriments, mais trop souvent mal tolérée, symboliquement attachée à la santé, mais biologiquement irritante dans de nombreux cas. Et tant que tu ne prends pas conscience de son impact réel sur ton corps tel qu'il est aujourd'hui, pas tel qu'il était hier, tu restes vulnérable à une inflammation que tu continues sans le savoir à entretenir. Parfois, le chemin vers l'amélioration digestive ne passe pas par des traitements sophistiqués. Il commence par reconnaître que ce sont les habitudes les plus banales qui font le plus de mal, justement parce qu'elles ne sont jamais remises en question. Remplacer la tomate ne signifie pas renoncer au goût. Cela signifie reprendre le contrôle, observer, tester, réagir et surtout comprendre qu'un aliment n'a pas de valeur universelle. Il a une valeur unique pour toi, ici, maintenant, dans le corps que tu habites aujourd'hui. La journée touche à sa fin. Tu ressens une légère lourdeur dans l'estomac, peut-être un petit ballonnement après le dîner, un inconfort diffus que tu ne saurais vraiment expliquer. Rien d'alarmant, juste une sensation de trop-plein. Alors, instinctivement, tu fais ce que des milliers de personnes font chaque soir. Tu prépares une tisane à la menthe poivrée. Tu crois offrir à ton corps un moment de détente, de calme digestif. L'arôme est agréable, la chaleur apaise. Tu bois lentement et tu sens ton ventre se relâcher. Tu te dis que tu es en train de faire du bien à ton système digestif. Et pourtant, c'est précisément ce geste si anodin, si familier, qui peut déclencher l'un des mécanismes les plus discrets et les plus nuisibles du reflux gastro-œsophagien. La menthe poivrée est souvent considérée comme une plante médicinale bénigne. Elle est utilisée depuis l'Antiquité pour soulager les spasmes intestinaux, faciliter le transit, réduire les gaz. Elle figure dans toutes les infusions pour digestion légère, dans les cures de détox douce et même dans les produits pharmaceutiques destinés au confort digestif. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la menthe poivrée agit sur la musculature lisse du système digestif, de manière non spécifique. Elle ne fait pas de tri entre les muscles qu'il faut détendre et ceux qu'il faut maintenir fermement contractés. Parmi eux, se trouve un petit muscle très important, le sphincter œsophagien inférieur, cette barrière naturelle entre ton estomac et ton œsophage. Lorsqu'il est tonique, il empêche l'acide gastrique de remonter. Mais lorsqu'il est relâché, par exemple sous l'effet de la menthe poivrée, il devient perméable. Et dès lors, même une faible production d'acide suffit à provoquer un reflux. Et comme ce reflux se produit souvent la nuit, en position allongée, il est plus corrosif, plus silencieux et plus dangereux à long terme. C'est un phénomène bien documenté scientifiquement. De nombreuses études ont montré que la menthe poivrée, en particulier sous forme de thé ou de capsule, relâche le sphincter œsophagien, surtout lorsqu'elle est consommée après un repas ou avant le coucher. Le paradoxe est cruel. Ce qui calme les intestins crée un désastre dans la jonction entre l'estomac et l'œsophage. Et ce n'est pas un effet isolé. Il est accentué par plusieurs autres facteurs présents le soir. La digestion est plus lente, le corps est en mode repos,
La position allongée favorise la remontée acide et les mécanismes naturels de protection, comme la salivation ou la déglutition, diminuent pendant le sommeil. Le terrain est donc idéal pour qu'un reflux survienne. Sans que tu t'en rendes compte, tu ne te réveilles pas forcément avec une douleur vive, mais peut-être avec une voix plus rauque, une toux légère que tu attribues à l'air sec ou à l'âge, un besoin de te racler la gorge, une sensation de brûlure sourde que tu repousses, et jour après jour, cela devient ta nouvelle normalité. Tu t'y habitues, et tu continues à boire ta tisane, convaincu qu'elle t'aide à mieux digérer. Mais ce n'est pas seulement la tisane. La menthe poivrée est omniprésente dans les bonbons, les chewing-gums, les dentifrices, les bains de bouche, les sirops contre la toux, les sprays buccaux. On en consomme parfois plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. Chacune de ces expositions est minime en soi, mais l'effet est cumulatif. Et dans un organisme où le sphincter est déjà fatigué ou moins efficace, ce qui est fréquent à partir de 50 ans, cela suffit à faire pencher la balance du mauvais côté. La menthe poivrée est aussi l'une des huiles essentielles les plus utilisées en aromathérapie. Beaucoup de gens l'inhalent pour calmer les nausées, l'appliquent sur le ventre en cas de ballonnement, ou en prennent sous forme de capsules pour apaiser un côlon irritable. Et oui, elle peut soulager ces symptômes. Mais pour ceux qui souffrent de reflux ou de sensibilité œsophagienne, elle aggrave discrètement l'état général. On pourrait croire qu'un simple changement de plante suffirait. Mais ce n'est pas aussi simple, car ce qui rend la menthe si attirante, c'est sa fraîcheur mentale autant que digestive. Elle donne l'illusion de propre, de pur. Elle évoque la netteté, le confort, l'ordre intérieur. Il y a une charge symbolique très forte derrière une tisane à la menthe après un repas. Elle clôt le repas. Elle rassure. Elle calme l'esprit autant que le ventre. C'est pourquoi la remise en question de cette habitude est si difficile. Car cela revient à remettre en question une sensation de sécurité. On ne t'a jamais dit que ce qui te détend pouvait t'irriter, que ce qui te soulage à court terme te blesse à long terme. Et pourtant, c'est le cas. Pour des milliers de personnes. Il existe des alternatives, des infusions plus neutres, comme la camomille, la mélisse, le fenouil doux, le gingembre frais, des plantes qui ont un effet apaisant sans relâcher le sphincter œsophagien. Mais pour les découvrir, il faut d'abord accepter de sortir du réflexe automatique, de s'interroger sur les vraies causes de ces troubles et d'avoir le courage de faire l'expérience du changement. Il ne s'agit pas de bannir la menthe poivrée à vie. Il s'agit de la consommer en conscience, en connaissant son effet réel sur ton corps. Si tu souffres de reflux, même silencieux, elle n'est probablement pas ton allié. Et c'est cette lucidité qui peut éviter des années de traitements inutiles, de symptômes inexpliqués, de fatigue chronique que tu finis par normaliser. Parfois, les choses les plus simples sont celles qui causent le plus de dégâts, non pas par leur force, mais par leur répétition silencieuse. Et souvent, il ne suffit pas de faire plus, il suffit de faire moins. Moins d'automatisme, moins de croyances non vérifiées, moins d'aveuglement. Et c'est là que commence la vraie guérison. Non pas dans l'exclusion rigide, mais dans l'écoute subtile, dans la connaissance intime de ton propre corps. La menthe poivrée n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est puissante. Et comme toute puissance, elle doit être maniée avec discernement.